Bonjour, je suis ravi de vous retrouver sur For Change pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler rémunération des salariés des activités bancaires et financières. Ce sera dans quelques instants avec David Jonin, associé chez Gide. On évoquera ensuite la rentabilité des mesures de compliance avec Clotilde Hennequin, Consul chez BCTG Avocat. Et enfin, on parlera de l'ouvrage de Vincent Brengartz, associé chez Bourdon et associé à armes inégales face au juge. Le policier est-il un citoyen comme les autres? Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute ce Lex Inside pour évoquer la rémunération des salariés des activités bancaires et financières. Nous allons nous intéresser aux dernières évolutions jurisprudentielles et législatives avec mon invité, David Jonin, associé au sein du cabinet Gide. David, bonjour. Bonjour. Quelles sont les dernières tendances de la jurisprudence s'agissant de la rémunération des salariés des activités bancaires et financières? Alors, il y a eu tout d'abord une tendance jurisprudentielle et liée notamment à plusieurs décisions importantes liées à la rémunération des salariés des activités bancaires et financières, rendues l'une par la Cour d'appel de Paris, l'autre par la Cour de cassation, et qui vient effectivement rappeler que certes, dans le domaine bancaire, pour déterminer les règles applicables à la rémunération des salariés de ces activités, il faut bien entendu appliquer le Code du travail, les dispositions de la convention collective, mais aussi celles du Code monétaire et financier, puisque le Code monétaire et financier contient pour ces salariés toute une série de règles qui imposent à leur employeur, pour certaines catégories de salariés, des règles prudentielles que nous ne trouvons pas pour les autres salariés dans le Code du travail. Et donc, la particularité de ces règles de rémunération, elle vise notamment ce qu'on appelle les traders ou ceux qui interviennent effectivement dans les activités où l'entreprise est susceptible de courir des risques plus importants. On les appelle aussi les preneurs matériels de risque. Et pour ces activités, le Code monétaire et financier est notamment venu donner la possibilité aux employeurs de réduire le montant des rémunérations variables de manière substantielle si toute une série d'obligations n'étaient pas parfaitement exécutées par l'employeur, et notamment dans le contexte de la prise de risque susceptible d'avoir un impact sur l'entreprise qui les emploie. Alors, première illustration elle est intervenue de la part de la Cour de cassation dans le contexte de la première application des règles particulières pour les preneurs matériels de risque, des règles particulières en matière de rémunération. Et la Cour de cassation est venue effectivement statuer dans le contexte d'un comportement d'un salarié qui était susceptible d'être caractéristique d'un harcèlement. Et l'employeur avait considéré que ce type de comportement ne correspondait pas aux obligations que doivent respecter les preneurs matériels de risque et qu'en conséquence, il pouvait diminuer le montant de sa rémunération, en tout cas de sa rémunération variable, compte tenu de ce comportement. Et la Cour de cassation est venue considérer que les dispositions particulières du Code monétaire et financier sur la rémunération variable des preneurs de risque, elles devaient être interprétées strictement, et qu'un comportement qui était étranger aux activités de preneur de risque de l'intéressé n'était pas susceptible d'entraîner une réduction de la rémunération variable. Alors tout ça peut paraître très technique, mais il faut bien comprendre que dans ce domaine des activités bancaires et financières, le montant de la rémunération variable peut représenter parfois 10 fois le montant de la rémunération. Donc c'est des sommes considérables. Et que ce montant de rémunération est susceptible notamment d'impacter les indemnités de rupture qui peuvent être versées aux salariés. Et c'est une bonne transition pour parler effectivement d'une autre actualité très importante qui rentrera peut-être dans l'histoire, parce que je crois que c'est la dernière loi votée par le Parlement avant la dissolution qui vient d'arriver. Vous parlez du plafonnement des indemnités de licenciement des preneurs de risques prévu donc par cette loi du 13 juin 2024. Quelles sont les implications de cette loi? Alors, cette loi vient
à l'initiative d'un lobbying des entreprises du secteur bancaire. Je comprends, en tout cas c'est ce que dit la presse, que ce lobbying était notamment le lobbying des banques américaines, qui ont la particularité de faire bénéficier certaines catégories de leur personnel de plans de rémunération variable extrêmement importants, qui peuvent parfois représenter, comme je l'ai indiqué, 10 fois le montant de la rémunération fixe versée aux salariés. Est-ce que c'est la conséquence de l'affaire Morgan Stanley qui a fait... Alors, on va en parler effectivement. C'est pas la conséquence d'eux, mais l'affaire Morgan Stanley dont on va parler dans quelques instants est effectivement une illustration de l'importance du montant des bonus versés. Et dans le contexte effectivement de cette loi attractivité, ce qui a précédé, comme je l'indiquais, était un lobbying des banques américaines qui ont considéré que maintenir des règles de calcul des indemnités de rupture basées sur la rémunération mensuelle moyenne du salarié, prenant en considération des éléments de rémunération variable, pouvait les conduire, même pour des salariés ayant des anciennetés relativement faibles, à verser des sommes très très importantes. Puisque, et on va en parler dans quelques instants, les rémunérations variables versées aux traders ou à certains cadres de haut niveau dans les activités bancaires et financières peuvent parfois représenter des millions d'euros. Et donc, cette loi sur l'attractivité contient toute une série de dispositions, mais parmi ces dispositions, il y a celle concernant le plafonnement des indemnités, et il vient ce plafonnement limité à un plafond annuel de sécurité sociale, le montant de la rémunération mensuelle susceptible d'être prise en considération, c'est-à-dire, en pratique, pour 2024, au-delà d'environ 43 000 euros par mois, on ne peut pas, effectivement, le montant supérieur de la rémunération versée n'est pas à prendre en considération dans le calcul des indemnités susceptibles d'être versées au titre du barème Macron, c'est-à-dire dans le calcul des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptibles d'être versées à un salarié dans le contexte de son licenciement. C'est donc pour les banques une limitation forte, intéressante et forte importante, puisque elle va diminuer leur risque dans l'emploi de ce personnel en France. Et comme la France est en train de gagner sur la relocalisation des activités de marché sur le territoire français, en tout cas c'est les premières tendances qu'on a pu voir post-Brexit, il est certain que ce carton rouge que pouvait avoir le droit du travail français vient d'être totalement retiré, et que donc maintenant les acteurs de ce marché peuvent de nouveau évoluer dans un environnement juridique, avec les conséquences financières de cet environnement juridique, plus sécurisé, qui correspond davantage à ce qu'il y est pratiqué outre-Atlantique notamment. Et donc on peut effectivement considérer que cette loi devrait enlever quelques freins à la relocalisation d'activités de marché de banques étrangères qui étaient auparavant davantage à Londres et qui demain devraient être plutôt localisées à Paris, puisque vous savez que la bataille est entre Paris et Francfort. Et le dernier point effectivement d'actualité, c'est une transition assez parfaite avec la loi sur l'attractivité. Elle porte sur un contentieux dont on a même parlé dans des médias américains, puisque la chaîne Bloomberg a évoqué ce contentieux. C'est l'affaire Morgan Stanley. Exactement. Et donc cette affaire a donné lieu à un arrêt en mars dernier de la part de la Cour d'appel de Paris, qui a fait grand bruit puisqu'il faisait suite à un jugement du Conseil des prud'hommes de Paris. Et la Cour d'appel de Paris a considéré que dans le contexte d'un système de bonus, alors système de bonus qui visait à permettre aux salariés concernés de bénéficier de bonus en numéraire et de bonus en actions qui lui étaient versés, que ces bonus lui étaient attribués selon un calendrier qui était effectivement fixé dans le plan de bonus, et il visait à non seulement prévoir un calendrier d'attribution, mais aussi un calendrier d'acquisition de ces bonus. Et cette deuxième étape d'acquisition visait à fidéliser, en tout cas c'est ce que plaidait la banque, fidéliser le salarié au sein de son entreprise, puisqu'elle était conditionnée, cette condition d'acquisition, à une condition de présence dans les effectifs. En l'espèce, le salarié concerné remplissait les conditions d'attribution, il s'était bien vu attribuer l'ensemble des bonus objet de la discussion dans le cadre de ce contentieux,
et contestait le fait de de se voir privé du versement de ce bonus pour des questions liées simplement à une condition de présence. Et donc, on était dans un débat judiciaire qui était d'abord, s'agissant d'un plan de bonus mis en œuvre par une banque américaine soumis à des règles du droit américain, quelle était la loi applicable à ce dispositif. Et là, la Cour d'appel de Paris, en partant du postulat et en démontrant le bien fondé de son postulat que ce bonus, certes prévu par un document annexe au contrat de travail, était un bonus contractuel, a rattaché ce bonus au contrat qui était lui soumis au droit français et que donc le droit français s'appliquait à ces plans de rémunération de banque étrangère. Et la deuxième chose, en ce qui concerne la condition de présence, elle a bien effectivement considéré qu'il était de l'intention des parties de fidéliser le salarié au sein de cet effectif et a considéré que cette clause de fidélité était parfaitement valable. Alors, cet arrêt... Et quelles sont les conséquences pratiques de cet arrêt? Alors, les conséquences pratiques, c'est que il faut d'abord faire très attention à la rédaction des plans de rémunération variable qu'on veut donner à ses salariés. Le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le contexte de banque étrangère, le fait que ces plans soient édictés en application d'un droit étranger n'enlève pas, lorsque le contrat de travail, et c'était le cas en l'espèce, il fait référence leur caractère contractuel au sens du droit français. Et puis ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette jurisprudence vient valider la possibilité de fidéliser avec des clauses de présence dans l'effectif, ce qui avait fait dans d'autres affaires l'objet de débats judiciaires et qui parfois avait écarté cette clause de présence, la Cour d'appel de Paris considérant que la fidélisation était bien entendu un des éléments caractéristiques de l'intention des parties dans le contexte de ce dispositif. Alors, un pourvoi en cassation a été initié à l'encontre de cet arrêt de la Cour d'appel de Paris. Il est certain que la Cour de cassation, qui ne va pas contrôler ce qui est de l'appréciation souveraine des juges du fond, aura un contrôle limité. Il y aura peut-être, effectivement, dans le contexte de ce pourvoi en cassation, l'évocation de ce qu'on appelle la liberté du travail, puisque du côté du salarié, on peut considérer que cette privation d'un montant très important de rémunération variable est en fait un obstacle à la liberté de démissionner. Liberté de démissionner qui est un des éléments de la liberté du travail, qui est un des principes que l'on trouve dans le préambule de la Constitution. Et donc ce débat judiciaire de demain devant la Cour de cassation sera notamment intéressant à suivre, notamment en ce qui concerne l'interprétation de cet argument sur la liberté du travail. On va suivre tout ça avec attention et grand intérêt. Une dernière chose, un point un peu plus technique, comment les dispositions de la loi sur le plafonnement des indemnités s'articulent-elles avec les dispositions du Code monétaire et financier ? Alors, sur ce point-là, en fait, elles se cumulent. Et donc, dans le contexte, effectivement, de l'emploi et de la rupture du contrat de travail d'un salarié soumis au champ d'application des deux codes, il y aura lieu d'appliquer les différentes dispositions des deux codes. Elles ne sont pas, en ce qui concerne les indemnités de rupture, contradictoires. La seule réalité qui a poussé le législateur à édicter dans le cadre de la loi sur l'attractivité une règle particulière de plafonnement des indemnités, elle visait à prendre en considération une réalité pratique qui était le montant parfois très important des bonus versés notamment aux traders. On va conclure là-dessus. Merci pour ces analyses, d'être venu sur le plateau, David Jonin. Merci. On poursuit ce Lex Inside. La compliance est un enjeu majeur pour les entreprises, mais au-delà des obligations en matière de conformité qui pèsent sur les entreprises, ces mesures sont-elles rentables? On en parle tout de suite avec mon invité, Clotilde Hennequin, consul chez BCTG Avocat. Clotilde, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les mesures de compliance et quel type de coûts elles impliquent généralement pour les entreprises? Bien sûr. Alors, les mesures de compliance, elles découlent du droit de la compliance. Et donc, pour rappel, c'est le droit qui oblige certains acteurs du marché, donc des entreprises qui dépassent un certain effectif ou encore un certain chiffre d'affaires, d'internaliser des objectifs d'intérêt généraux pour justement permettre de les atteindre.
Donc ces objectifs, c'est notamment tout ce qui est lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme, lutte également contre la corruption, lutte contre tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme ou encore à l'environnement. Donc les entreprises vont mettre en place des dispositifs de compliance qui vont leur permettre schématiquement en 2 temps de, premièrement, faire une cartographie des risques pour voir à quel moment, en fait, dans leur processus métier, elles peuvent justement, en fait, violer ces objectifs d'intérêt général. Et également, une fois qu'elles ont compris à quel moment il y a des risques, elles vont mettre en place des outils de gestion de ces risques. Donc les premiers outils, par exemple, c'est tout ce qui est formation des collaborateurs pour éviter les manquements. Également tout ce qui est procédure d'évaluation des tiers qui pourrait nous emmener justement sur des chemins où on pourrait faire des actes de corruption, par exemple. Également, c'est la mise en place d'outils de détection, tout comme les dispositifs d'alerte interne ou encore tout ce qui est audit interne. Et enfin, c'est les actions de remédiation, par exemple, avoir un régime disciplinaire qui permet en fait de sanctionner les collaborateurs en cas de manquement. Donc on le voit bien, ça va être des coûts pour l'entreprise, un coût en fait humain, un coût en termes de temps et un coût en termes financiers. Humain parce qu'on va devoir mettre en place une équipe de la compliance avec un directeur de la compliance et des collaborateurs qui vont en fait établir le dispositif, le mettre en place et le faire vivre et voir s'il est bien appliqué. Également, ça va être un coût humain parce que on voit bien que tous les collaborateurs vont être amenés à mettre en place ce dispositif, donc ça va prendre du temps de se former, de faire aussi la cartographie des risques. Et enfin, le dernier point, c'est un coût financier puisqu'on va faire appel à des cabinets de conseil. Également, on va mettre en œuvre des logiciels qui vont nous permettre de faire des formations, mettre en place des alertes internes. Donc, c'est des coûts pour la société. Et à ce titre, on a un rapport de juillet 2021 qui nous dit que quand on met en place un dispositif de lutte contre la corruption, pour les entreprises intermédiaires, ça représente un investissement initial de 1 million d'euros. Et ensuite, pour faire vivre le dispositif annuellement, c'est compris entre 600 et 800 000 euros. Donc, ce n'est pas des coûts négligeables. Donc, c'est des coûts importants, tout à fait. Alors, on comprend bien ce que sont maintenant les mesures de compliance et les coûts associés. Passons maintenant aux bénéfices concrets de ces mesures. Comment les mesures de compliance aident-elles concrètement les entreprises à gérer et anticiper les risques? Pouvez-vous nous donner des exemples spécifiques? Tout à fait. Alors, ça leur permet en fait de ne pas être exposé au premier risque qui est de ne pas être en conformité avec la loi. Parce que pour certaines entreprises, c'est obligatoire de mettre en place un dispositif. Donc, si elles ne le font pas, les autorités de contrôle vont pouvoir venir les contrôler et en fait, non seulement exiger qu'elles mettent en place le dispositif et également en fait leur faire payer une amende qui peut être très importante. En corruption, ça va jusqu'à 1 million d'euros et tout ce qui est lutte contre le blanchiment, ça va jusqu'à 5 millions d'euros. C'est des montants qui sont donc, montants importants. Importants. Exactement. Deuxième point aussi, si vous ne mettez pas, par exemple, en place un dispositif de lutte contre le blanchiment alors que vous êtes obligé de le faire, vous pouvez être attrait devant les juridictions parce qu'on a la Cour de cassation qui a reconnu que ça procure, du coup, pour une entreprise qui doit le faire, qui ne le fait pas, un avantage concurrentiel indu et qu'ensuite, du coup, c'est une faute au titre du droit de la concurrence. Donc, deuxième point qui encourage justement à mettre en place un dispositif. Également, ça permet aussi à l'entreprise d'éviter les risques réputationnels, parce que demain, s'il y a un manquement, il va y avoir une crise médiatique, et donc il va y avoir une érosion aussi de la confiance de ses parties prenantes. Donc les co-contractants vont pouvoir mettre fin au contrat, parce qu'aujourd'hui, on a des clauses qui permettent justement de mettre fin au contrat en cas de manquement de compliance. Également, l'entreprise, parfois, va ne plus pouvoir candidater à des appels d'offres. On a une jurisprudence là de février du Conseil d'État qui reconnaît qu'en fait, un acheteur public peut exclure d'une procédure d'appel d'offres un candidat qui aurait tenté lors de cette procédure ou d'une autre d'influencer sur sa décision. Et le dernier point, bien évidemment, s'il y a des manquements en interne, vous pourrez aller devant les juridictions, par exemple, pénales. Et en corruption, là encore, certes, vous pouvez signer une transaction avec l'État, les fameuses SIGIP, mais vous devrez vous mettre en conformité et vous avez en fait des sanctions financières qui vont jusqu'à 30% du chiffre d'affaires des 3 dernières années. Donc là encore, c'est assez important. Alors ces exemples illustrent bien l'importance de la compliance dans la gestion des risques. Abordons maintenant un aspect plus stratégique. Dans quelle mesure la mise en place des mesures de compliance peut-elle constituer un levier de valeur pour les entreprises ? Alors, ça va être un levier de création de valeur pour les entreprises dans la mesure où la société, si elle véhicule des valeurs éthiques, si elle fait en sorte que les collaborateurs l'appliquent, ça va être une société éthique. Et donc, en fait, tout de suite, elle va avoir une belle image et elle va être attractive. Elle va être attractive pour qui ? Déjà les collaborateurs. On le voit aujourd'hui, notamment les plus jeunes, ils ont envie de travailler dans des sociétés dites éthiques. On a un rapport là qui a été commandé par le collectif Réveil pour l'écologie, qui justement démontre qu'on a quand même 70% des jeunes qui seraient prêts à dire non à une offre d'emploi si justement la société ne met pas assez en avant les questions environnementales. Pire que ça, c'est 1 jeune sur 6 qui serait prêt à démissionner.
Donc très important justement pour les collaborateurs. Également, ça a favorisé la confiance des investisseurs. Nous, on le voit aujourd'hui dans les phases d'audit de société cible. Il y a systématiquement maintenant un audit en compliance pour savoir si la société fait attention à cette matière-là. Également, ça va permettre aussi en fait de favoriser la confiance des co-contractants qui eux-mêmes en fait mettent en place des dispositifs de compliance et donc veulent contracter avec des sociétés qui elles aussi respectent le droit de la compliance. Donc in fine, ça favorise, ça réduit en fait les coûts d'une transaction, les coûts d'un contrat parce que à partir du moment où dans le champ contractuel on va internaliser la compliance, les deux parties vont être sûres qu'en fait les prestations de services ne permettront pas justement en fait des manquements à la compliance et donc l'exposition au risque qu'on a décrit ensemble. On voit bien les défis et les opportunités de la compliance. Merci Clotilde d'être venue sur notre plateau. Le policier est-il injusticiable comme les autres? On va en parler avec mon invité Vincent Brengart, associé au sein de Bourdon et Associés et auteur de l'ouvrage « À armes inégales face au juge, le policier est-il injusticiable comme les autres ?» Vincent, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, est-ce que les policiers bénéficient actuellement d'un traitement de faveur devant les tribunaux? Mais normalement, si on se réfère à la lettre des textes, ils devraient au contraire être préjudiciés en raison d'une circonstance aggravante attachée précisément au fait qu'ils sont fonctionnaires de police. Mais en pratique, ce qu'on voit, c'est qu'à toutes les phases, que ce soit les phases d'enquête, d'instruction, également les phases de jugement, en réalité, on a le sentiment que ça devient véritablement une circonstance qui est une circonstance atténuante liée à l'exercice donc de leur fonction. Donc pour vous, il y a un traitement de faveur des policiers devant les tribunaux? En tout cas, il y a un déséquilibre qui est tout à fait palpable dans la manière dont les policiers, lorsqu'ils sont fautifs à l'occasion de leur fonction, peuvent être traités par l'appareil judiciaire. Et en fait, il faut aussi songer aux éventuelles causes que ça peut avoir, c'est-à-dire que déjà on sait qu'il y a une proximité qui est une proximité structurelle entre les magistrats et les fonctionnaires de police ou les gendarmes, parce que généralement eh bien, les fonctionnaires agissent sur les prérogatives et à la demande des magistrats, notamment dans le cadre d'enquête. Donc ça veut dire que ce sont des auxiliaires avec un lien de proximité extrêmement fort. Et on a le sentiment aussi que ce soit en phase d'investigation, en phase de jugement, eh bien, les magistrats ont tendance à davantage prendre en considération les conditions de travail de ces mêmes fonctionnaires pour en faire finalement des causes atténuantes. Évidemment, il ne s'agit pas de faire preuve d'une sévérité exceptionnelle à l'encontre des fonctionnaires de police, il ne s'agit pas de souhaiter qu'ils soient tous condamnés, il s'agit simplement de porter un débat qui est un débat démocratique sur le point de savoir pourquoi est-ce que lorsque vous avez des fonctionnaires, eh bien, ils ne sont pas jugés et traités comme les autres, et c'est donc l'objet de ce livre. Donc il y a des enjeux contradictoires. Comment trouver le juste équilibre entre à la fois la protection des policiers dans l'exercice de leurs fonctions, tout en les tenant responsables des actes qu'ils peuvent commettre? Lorsque vous avez notamment Frédéric Vaux qui vous dit que la place d'un policier, ce n'est pas en détention provisoire, ça montre que vous avez une partie de la hiérarchie policière et une partie des syndicats qui demandent de plus en plus à ce qu'il puisse y avoir finalement l'érection d'une sorte de justice dérogatoire qui viendrait finalement à leur avantage, parce que c'est la demande qu'ils peuvent faire. Moi, je considère en tout cas que parmi les pistes de réflexion que nous devons avoir, il faut que vous ayez des magistrats qui soient davantage formés sur ces sujets, parce que vous vous rendez compte que en cas de formation insuffisante, eh bien, ils ont tendance à se fier exclusivement à la parole des fonctionnaires, exclusivement également à la parole des organes de contrôle comme l'IGPN, et donc d'avoir un rôle de contre-pouvoir qui est largement amoindri. Je pense également que pour des raisons qui tiennent à l'indépendance des magistrats, eh bien, il faudrait que vous ayez des juges d'instruction qui soient systématiquement saisis lorsque des fonctionnaires de police sont mis en cause, et je pense aussi qu'on doit raisonner en termes de dépaysement des affaires, parce que on voit la difficulté pour un magistrat de devoir demain juger, poursuivre celui qui était hier ou avant-hier son auxiliaire et à qui il a pu demander des actes. Vous, il y a trop de proximité entre certains magistrats et les policiers? Il y a à la fois trop de proximité et il y a aussi une connaissance insuffisante de la réglementation, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que tous les fonctionnaires de police sont des fonctionnaires qui sont fautifs, mais il s'agit simplement de dire que, au regard du devoir d'exemplarité attaché à l'exercice de leur fonction, au devoir de leurs obligations déontologiques, réglementaires, eh bien, ils doivent être astreints à un cadre qui est un cadre extrêmement strict, parce que la loi leur offre notamment la possibilité d'avoir recours à des armes, et que ce recours exceptionnel à des armes doit s'attacher pour les justiciables de garanties à la mesure de ce que ça implique.
Est-ce que le contexte sécuritaire, ou là où on sait que la sécurité depuis quelques années, avec les attentats, avec notamment aussi les gilets jaunes, le contexte il y a eu l'épidémie de Covid avec l'état d'urgence, de restriction de liberté, et puis je dirais, un paysage sécuritaire plus développé. Est-ce que ça joue aussi pour les forces de l'ordre, le fait de se sentir un peu moins, une sorte d'impunité, même si on peut les traduire devant les tribunaux? Très clairement, aujourd'hui, les fonctionnaires de police bénéficient d'un contexte qui est tout à fait à leur avantage parce que, notamment face aux grandes crises, on a vu la crise des Gilets jaunes et d'autres crises politiques où le pouvoir politique a véritablement compté sur les forces de l'ordre pour endiguer ce mouvement de contestation. On voit aussi qu'ils comptent beaucoup sur eux dans le cadre de la gestion de la crise antiterroriste, dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et que nécessairement, en fait, pour en tout cas toute une partie, notamment des syndicats policiers, eh bien, ça doit s'accompagner de gages de la part du pouvoir politique, parce qu'ils disent on ne peut pas non seulement être au premier rang lorsqu'il s'agit de lutter contre la contestation populaire, ou lorsqu'il s'agit notamment de lutter contre la menace sanitaire ou la menace terroriste, et ne pas bénéficier d'un traitement judiciaire qui soit à la mesure de nos charges et à la mesure de nos obligations. Et je pense encore une fois que c'est une réalité, mais en fait, les cas judiciaires qui sont traités, ce sont véritablement des cas pour lesquels les fautes sont des fautes manifestes. On ne parle pas simplement d'erreurs d'appréciation, ce sont des erreurs qui sont souvent des erreurs tout à fait notables. Et même dans ces cas de figure, on observe que la justice peine véritablement à pouvoir entrer en voie de condamnation contre des policiers. Et d'ailleurs, il suffit de constater que vous avez de plus en plus d'images de violences policières, sauf qu'il n'y a pas de concordance avec le nombre de procès qui a pu intervenir. Pour aller plus loin, si je suis votre raisonnement, selon vous, la judiciarisation des policiers fautifs est nécessaire pour maintenir la confiance entre la police et la population? On voit que véritablement il y a un délitement de la confiance entre la police et la population qui est notamment soulevé dans différents rapports du défenseur des droits. Et il est clair que ce phénomène, ce mécanisme d'impunité ne peut qu'encourager ce délitement de confiance parce que vous avez un certain nombre de justiciables qui ont l'impression que quels que soient les agissements des policiers, eh bien ces derniers ne rendront pas de compte, ce qui est véritablement problématique parce que encore une fois, ils sont tenus par des engagements qui sont des engagements déontologiques, réglementaires et aussi légaux. Et en tout cas, c'est vraiment en tout cas ce qui est en train de monter et notamment chez toute une partie de la population qui, encore une fois, réclamerait davantage de justice à l'encontre des fonctionnaires fautifs. Pour terminer, vous avez fait un certain nombre de propositions dans votre ouvrage, vous les avez rappelées, formation, dépaysement des affaires. Est-ce que les politiques peuvent s'emparer de ces propositions? Vous avez déjà, alors on sait qu'on est dans un environnement qui est instable actuellement, mais est-ce que les politiques peuvent se saisir de vos propositions pour justement améliorer ce cadre avec les policiers? Les politiques peuvent d'autant plus se saisir des propositions qui sont faites dans cet ouvrage que, justement, en fait, le propos n'est pas anti-police, n'est pas anti-policier. Moi, je ne suis ni anti-policier, ni anti-gendarme, ni anti-fonctionnaire. Moi, je suis anti-fonctionnaire fautif. Et c'est toute la différence, et précisément pouvoir défendre ce devoir d'exemplarité. Et donc, en fait, toute la démonstration aussi de ce livre, c'est de le faire exemple à l'appui avec des textes de loi pour véritablement en fait, que toute personne qui s'intéresserait au sujet, on ne soit pas dans l'idéologie, on soit dans l'exemple, dans l'illustration, dans la démonstration. Et d'ailleurs, c'est aussi un ouvrage qui est un ouvrage de vulgarisation juridique que j'ai fait à la demande de Jean-Jacques Urvoas, qui est le directeur de publication, et donc de fait, qui montre bien que dans son essence même, c'est destiné aussi à la communauté des juristes et c'est destiné aussi aux législateurs pour qu'ils puissent enfin s'emparer de ce sujet qui, pour moi, est d'importance nationale et d'importance démocratique. Oui, vous venez de le rappeler, c'est un enjeu démocratique important. Merci d'être venu parler de ce sujet et de votre ouvrage à armes inégales. Merci de votre invitation. C'est le moment de se quitter. Restez curieux et informés. À très bientôt sur For Change.